Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Anaïs et merci d'avoir accepté de venir témoigner du parcours Parcoursup de votre enfant l'année dernière en 2022. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Perrine. Vous avez un garçon, une fille ? Alors c'est un garçon. D'accord, il est en terminale. Avec quelle spécialité ? Il était en terminale avec spécialité maths et physique dans un lycée privé près de Bordeaux. Il avait pour projet d'intégrer une prépa parisienne. Et depuis longtemps, c'est un projet qui lui tenait à cœur, donc il a beaucoup travaillé pour ça. Donc arrive l'année de terminale. Quels étaient déjà son niveau, ses résultats ? Comment est-ce que vous perceviez un peu les bulletins en fait ? Alors, notre fils a toujours été un enfant plutôt brillant. Il a sauté une classe, il était très motivé par le travail, il adorait les maths. Enfin, il adore les maths. Il a beaucoup travaillé en autonomie. Dès la fin du collège, en fait, il avançait sur le programme de maths en parallèle et il est arrivé au lycée en ayant un excellent niveau. Il a eu entre 18 et 20 de moyenne tout le lycée en maths, donc c'était vraiment une forte tête dans cette matière-là. La physique un petit peu moins, mais il était quand même plutôt très bon et puis très travailleur, avec une soif d'apprendre, une soif de découvrir, une curiosité intellectuelle assez grande. Parcoursup arrive, 10 vœux, 20 sous-vœux, comment est-ce que vous êtes débrouillé déjà ? Comment est-ce que vous avez appréhendé Parcoursup ? Est-ce que vous l'avez préparé seul ? Vous êtes fait accompagner ? Alors on l'a préparé seul, on a eu la chance d'avoir notre garçon qui était déjà, qui savait exactement ce qu'il voulait faire. Alors il voulait intégrer une grande prépa parisienne. Nous on l'a un petit peu mis en garde en disant que c'était très sélectif et donc il fallait quand même agrandir un petit peu le champ des possibilités. Donc on a ensemble regardé sur internet les sites des prépas, les sites des prépas en province, etc. pour essayer d'avoir des excellentes, des moyennes ou des bonnes et puis des un peu moins bonnes pour qu'il ait une chance d'être pris quelque part. Donc on a travaillé ça, je dirais, depuis la Toussaint. Là, pendant les vacances de la Toussaint de terminale, on a pas mal cherché pour qu'il affine sa liste. Donc il avait une liste de 10 vœux, 20 vœux, enfin ça variait un petit peu. Et puis, on a laissé le temps de mûrir un petit peu jusqu'en mars. J'avoue qu'on n'a pas trop regardé les attendus via la plateforme Parcoursup parce qu'on avait choisi d'autres biais et puis qu'on n'était pas forcément très informés non plus que tout ça était disponible sur Parcoursup. Je ferai peut-être un petit peu différemment avec mon second qui est actuellement en première, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a préparé ces vœux. D'accord, donc arrive le moment où on enregistre les vœux, ensuite le moment où on complète les dossiers. Est-ce que là, il y a eu des difficultés particulières à compléter ce qui était demandé par Parcoursup ? Alors, les difficultés qu'on a rencontrées, c'était plus dans l'accompagnement en fait de l'écriture des lettres de motivation qui sont quand même très, très chronophages. À partir du moment où on demande des filières qui sont justement sélectives, voire très sélectives, il y a quand même une attention particulière sur la lettre. Donc, il faut bien connaître la prépa où on veut aller, sa devise ou ses points forts, ce qui va pouvoir finalement faire mouche quand celui qui va lire la lettre va dire ce candidat potentiellement il sera bien pour notre école. Donc beaucoup de travail de relecture, beaucoup de travail d'accompagnement de notre garçon. Enfin en plus il était en pension et nous on habite Caen, donc on était vraiment loin de lui. Donc tout ça en visio tous les week-ends, ça nous a pris beaucoup de temps. Et les difficultés c'était certaines demandent 10 000 caractères, d'autres 4 000, d'autres voilà. Il faut vraiment s'adapter à l'école qu'on vise ou à la formation qu'on vise. On a la chance d'avoir pu prendre ce temps avec lui pour l'accompagner. Je pense que c'est assez important. Ensuite, il y a tout un moment où on finit l'année de terminale et on attend impatiemment le jour où la plateforme réouvre pour annoncer les vœux. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on stresse un peu. Après, dans tout ce travail de relecture, etc., on a toujours l'impression que c'est pas abouti, que ça va pas, etc. Et puis arrive le fameux 2 juin, là, où tombent les premiers résultats. Et là, pour nous, il n'était pris qu'à la fac, à côté de chez nous, à Caen. Donc un petit peu la douche froide parce qu'on était sûr qu'il serait pris quand même au moins dans une prépa dans le coin, on va dire.
Et ça n'a pas du tout été le cas, sachant qu'on nous avait dit que pour Parcoursup, tout ce qui comptait, c'était les engagements, les notes de français, ce genre de choses. Donc, il a eu 18 et 20 en français, au bac français, donc plutôt des notes excellentes. Il avait lancé un système de tutorat dans son lycée où il donnait des cours de maths aux secondes, premières et terminales 5 heures par semaine. Donc, il cochait un petit peu toutes les cases de l'excellence, en fait. Et sur le papier, il pouvait avoir accès à tout. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu accès, selon vous, à ce moment-là, au prépa? Qu'est-ce qui a pu coincer? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que finalement, c'est un peu une question sans réponse, j'ai envie de dire. C'est un peu un mystère. Par contre, on a tout de suite vu donc, qu'il était pris nulle part. Donc, il était sur liste d'attente dans beaucoup d'endroits. Il a été refusé directement à l'internat dans certaines prépas, mais globalement, il était sur liste d'attente dans la prépa son vœu numéro 1, qui est une excellente prépa de la région parisienne. Et puis sur liste d'attente aussi, dans les autres, donc Henri IV, Louis le Grand, Stan, voilà. Et sur liste d'attente, il était loin, il était très loin. Il était très loin et en fait, il était surtout, si on se fiait au rang du dernier prix de l'année précédente, c'était trop loin pour certains et plutôt encourageant pour d'autres. Il s'avère que la suite de l'histoire nous a montré qu'en fait, on pouvait pas tellement se fier quand même à ces chiffres parce que là où il était très loin, il a été pris. Et là où il était limite, il a failli ne pas être pris. Bon, au final, il a été, tous les jours, il remontait un petit peu jusqu'au bac philo, où là, tout s'est arrêté. Il est resté donc deuxième sur liste d'attente de son vœu numéro 1, si vous voulez. Et là, ça s'est resté bloqué pendant jusqu'au 10 juillet. Donc, entre le 13 juin et le 10 juillet, ça fait quasiment un mois. Les résultats du bac, quoi, en gros. Les résultats, même après les résultats du bac, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on nous avait dit, il faut attendre les résultats du bac, ça va se décanter. Après, là, à ce moment-là, entre le 13 juin et le 10 juillet, il était pris dans une prépa, une très bonne prépa à Toulouse, en internat. Donc, c'était plutôt une bonne chose, mais c'était pas ce qu'il souhaitait. Il préférait une autre prépa plus proche de nous, voilà. Et arrivent les résultats du bac. Et là, ça ne bouge pas. Il est toujours deuxième sur liste d'attente. Rien ne bouge. Alors, on nous dit qu'il faut être patient parce que certains élèves font des dossiers à l'étranger, donc ça peut mettre du temps pour se décanter, etc. Et au final, le 10 juillet, donc, il gagne une place. Là, il arrive premier de la liste d'attente. Et puis, ça reste bloqué. Arrive le 13 juillet, donc sachant que la date de fin de Parcoursup, c'était le 14 juillet. Il est toujours premier sur liste d'attente. Donc là, en fait, on se dit, c'est fichu, hein, ça va être le premier non pris et il en faut bien un qui ne soit pas pris. Et là, on se dit, ça va être lui. Et puis, le 14 juillet, au matin, on réactualise Parcoursup un petit peu dépité. Et finalement, là, il était pris. Donc, dans son vœu numéro 1, dans une prépa parisienne qui a très bonne réputation. Et donc là, c'était un peu le soulagement pour lui et pour nous que le dernier jour de Parcoursup, il puisse avoir accès à son souhait. Ensuite arrive le moment quand même de l'inscription administrative, c'est ça? Il n'était pas trop tard, mi-juillet? Enfin, déjà, j'imagine que vous aviez peut-être envie d'être en vacances, mais il y a quand même toute une phase administrative derrière ça, en fait, une fois qu'on est admis. Alors, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout de suite été contactée par le lycée qui m'a dit, pour vous inscrire, il faut en gros faire un virement. Hein, et ils avaient besoin d'une photo d'identité. Donc, voilà, on a pu leur fournir ça assez rapidement. Sachant que début juillet, ils n'avaient toujours pas cette affectation, on avait donc mis le vœu de Toulouse en attente. On l'avait accepté sous réserve 2. J'étais donc partie avec quand même tout son dossier administratif avec moi afin de pouvoir pallier l'inscription, enfin de pouvoir faire l'inscription au moment, au moment où ça se présenterait. Ouais. Donc j'avais tout avec moi. Après, il faut savoir aussi que Parcoursup, ils ont pas mal de petits diagrammes qui montrent en fait l'année dernière, 98% des élèves étaient acceptés ou étaient pris à telle date, etc.
Alors moi j'ai trouvé que pour les prépas c'était plutôt très stressant parce que du coup mi-juin, si je me fie au diagramme de l'année dernière, c'était plié. Il restait un élève, voire deux, qui seraient pris entre mi-juillet et septembre, mais rien entre le 10 juin et le 14 juillet. Du coup moi dans ma tête c'était un petit peu fichu pour lui. Et finalement force est de constater que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et même si les diagrammes permettent d'avoir une idée de la façon dont ça se déroule, c'est quand même pas parole d'évangile, et il peut y avoir des variations dans le processus. Donc en fait, le message, c'est de dire que l'espoir est permis jusqu'au dernier jour. Il faut savoir jouer sur ses vœux et les mettre en attente, pas les lâcher quand on en a, mais quand même se dire au cas où, ça sera peut-être celui-là quand même qui est mon vœu numéro 2 en choix. Et pouvoir attendre jusqu'au bout, en fait. Donc il faut être patient. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut s'armer de quoi pour l'année prochaine ? C'est patience, sérénité. Alors patience, sérénité, confiance, et puis surtout finalement le cas de mon fils aîné, il avait choisi une filière très sélective. Donc pour les filières très sélectives, il faut être très patient. Ça peut vraiment se débloquer. Même j'ai encore eu des parents qui m'ont contacté pour me avoir un peu des infos, et pour qui ça s'est libéré entre mi-juillet voire même début septembre. Donc il faut être vraiment très patient. Après, dans les amis de mon fils, je sais qu'ils étaient plusieurs à demander des prépas assez sélectives à Paris. Il y en a un qui a préféré accepter un autre vœu plutôt que d'attendre, comme l'a fait mon fils, parce que il trouvait ça trop stressant, cette attente. Et comme il avait il était pris dans une excellente prépa, il a préféré ne pas rester sur les listes d'attente et ne pas subir ce stress. Après, force est de constater quand même qu'autour de moi, dans la classe de mon fils et ses amis, tous ont quand même eu leurs vœux plus ou moins tard, mais malgré tout, c'était cohérent par rapport à leurs compétences, leurs dossiers, etc. Alors c'est sûr que mon fils, dans tout son lycée, ça a été le dernier, c'est lui qui a eu son vœu le plus tard finalement. Mais parce que c'était, je pense, très sélectif et qu'il fallait s'armer de patience. Je pense aussi que le lycée d'origine est important. Donc même si mon fils était dans un bon lycée, je pense que peut-être les élèves qui ont intégré cette prépa venant de ce lycée-là, qui n'ont pas forcément été excellents dans les années passées, ça joue aussi dans le regard qu'ont ceux qui examinent les dossiers sur les futurs postulants en fait. Donc après ça, on essaye toujours de faire des analyses en fonction de ce qu'on nous raconte, des expériences des uns, des autres. Donc on fait un peu notre sauce et nos conclusions avec tous les éléments qu'on peut avoir à droite et à gauche. Ce que j'ai entendu, c'est que le choix, les vœux en tous les cas, étaient cohérents par rapport à son niveau. C'est ça qui a quand même probablement joué en sa faveur in fine, c'est que c'était cohérent qu'il intègre cette formation-là. Oui, je pense. Et puis, je pense que c'était vraiment fait pour lui. Après, moi, j'en étais persuadée, mais en étant une maman pas du tout objective, c'est facile de dire ça. Après, il a vraiment eu, le soutien aussi de ses professeurs qui étaient vraiment persuadés que ça allait marcher pour lui, qui l'ont bien rassuré dans ses choix, dans ses vœux, dans ses sous-vœux, etc. Donc, c'était rassurant. Et je pense que il faut y croire, il faut pas lâcher et vraiment être très patient, ne pas se laisser envahir par le stress de cette attente en fait. Moi j'aurais vraiment aimé avoir des témoignages comme le mien qui me disent ça peut se décanter le 14 juillet. Eh bien merci beaucoup en tous les cas d'avoir témoigné, parce qu'on va le diffuser et j'espère que ça servira à beaucoup de parents pour l'année prochaine. Merci beaucoup Anaïs. Je vous en prie. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast, et sur Spotify, vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.